Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo résultat et mon avis concernant le dernier pay-per-view de la WWE, c'est-à-dire donc Battleground 2016. Je vais commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Donc c'était au Verizon Center de Washington DC. Donc ça se tenait forcément le 24 juillet 2016. Et donc le thème de ce pay-per-view donc c'était Feel Invincible du groupe Skillet. Donc ça fait grave plaisir de entendre du Skillet à la WWE. Ils avaient déjà fait quelques thèmes musicaux, hein. Enfin en tout cas la WWE s'était déjà servi de Skillet pour faire des thèmes de pay-per-view. Je pense notamment à Hell in a Cell 2009 et au Royal Rumble 2010. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus eu de Skillet pour un thème de pay-per-view et en tout cas ça fait grave plaisir. Voilà, j'espère qu'ils se serviront plus souvent de ce groupe qui est vraiment sympa à entendre. Voilà, bah écoutez, on va commencer par le pré-show. Je vais pas rester très longtemps sur le pré-show parce que j'ai vraiment envie, pour une fois, de respecter ce que je dis, c'est-à-dire faire une vidéo qui dure moins de 25 minutes. Donc je vais vraiment essayer d'être expéditif sur certains matchs. Donc on va commencer par le pré-show. Donc on avait un match de tag team qui a été annoncé après que j'ai tourné ma vidéo pronostic, donc j'ai pas pu donner mon avis. Donc Breezango ont battu les Usos, donc match qui a duré 5 minutes 30 dans un bon petit match du pré-show. C'était, attention, il y avait rien de ouf, hein, mais je veux dire ça va quoi pour un match du pré-show. Et surtout très bonne victoire pour Breezango. Et j'espère vraiment que cette victoire est pas anodine et que peut-être que cette victoire va permettre à Breezango de se relancer et pourquoi pas de les crédibiliser, parce que personnellement Fandango et Tyler Breeze, je pense que si cette équipe est prise au sérieux, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa avec ces deux mecs qui sont talentueux. C'est pour ça que cette victoire de Breezango face aux Usos me fait vraiment plaisir, parce que voilà, les Usos, on n'en a rien à faire. Enfin, honnêtement, c'est pas méchant ce que je dis, mais tout le monde s'en fout des Usos. C'est incroyable. Encore hier, ils se sont fait huer. Breezango s'est pris une énorme pop quand ils ont gagné le match, donc ça veut vraiment tout dire. Voilà, les Usos, tout le monde en ont marre. Tout le monde en a marre des Usos. Donc cette victoire de Breezango me fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'ai terminé de parler du pré-show. Mais écoutez, on va commencer par l'opener de la carte de ce pay-per-view. Donc c'était le tag team match féminin, donc Charlotte et Dana Brooke face à Sasha Banks et sa partenaire Mystère. J'ai trouvé que c'était un bon choix de mettre ce match en opener, sachant qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait de savoir qui allait accompagner Sasha Banks. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée de faire ça en premier. Et finalement donc la partenaire Mystère de Sasha Banks n'est nulle autre que Bayley. Donc c'est pas vraiment une surprise, hein, ça avait été annoncé sur beaucoup de sites de news. Énorme pop pour Bayley, je m'attendais pas à ce qu'elle se prenne une pop pareille, j'étais vraiment impressionné. Voilà, enfin on sait que les publics de pay-per-view sont censés être un peu plus smart que pour les shows hebdomadaires, mais quand même, elle s'est pris une de ses ovations Bayley. Ça doit être la deuxième plus grosse ovation de l'année derrière AJ Styles au Royal Rumble. Personnellement, je suis pas un gros fan de Bayley, donc disons que c'est surtout la pop qui m'a impressionné, mais la voir dans un ring, c'est vraiment pas ça qui m'a fait lever de ma chaise. Donc alors note à part. Match qui a duré 7 minutes 30, donc c'est pas très très long, mais ça passe. Ce constat-là, je l'ai fait pour beaucoup de matchs. Vous allez voir que pour ce pay-per-view, j'ai trouvé que c'était vraiment bizarre. Il n'y a aucun match du pay-per-view qui a dépassé 20 minutes, et il y a très peu de matchs qui ont dépassé 10 minutes, ce qui est très très rare, surtout que c'est pas un WrestleMania, c'est pas un SummerSlam. Donc c'est assez surprenant, je trouve. Donc pour revenir au match, alors certes l'arrivée de Bayley ça a fait vraiment lever la foule. Par contre, le match, bon, je l'ai vraiment trouvé pas à la hauteur de l'événement, entre guillemets, puisque c'était les débuts officiellement de Bayley dans le main roster. Et clairement, le match est vraiment pas ouf. J'ai trouvé que le match était correct, mais vraiment, il n'y avait rien de plus. J'ai noté que c'était Charlotte et Dana Brooke qui avaient dominé le match en grande partie, avec notamment un travail à deux sur Sasha Banks. Finalement, ensuite, Sasha Banks a réussi à faire le tag avec Bayley. Les deux femmes qui avaient lié des liens assez forts suite à leurs deux énormes matchs sur des NXT spéciales. Les NXT Pay-Per-View, pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous invite vraiment à aller voir leurs affrontements. Note à part, donc je vais revenir à la fin parce que j'ai rien d'autre à dire. Donc en fait, à la fin, on a Sasha Banks qui a porté le Bank Statement sur Charlotte et donc qui a fait abandonner la championne. Donc je pense que donc victoire donc de Bayley et Sasha Banks. Je pense qu'on se dirige tout droit vers un Charlotte Sasha Banks pour SummerSlam, ce qui est de toute façon prévu depuis des mois, donc ça ne me surprendrait absolument pas. Sinon, pour revenir au match en lui-même, je l'ai vraiment pas trouvé ouf. C'est clairement pas le meilleur match de la soirée, mais c'est pas le pire.
Mais donc voilà, donc j'ai mis 6 sur 10. Et apparemment, d'après les dernières rumeurs, ce serait vraiment qu'un one shot hein, pour Bayley. Donc Bayley apparemment retournerait à NXT et donc reviendrait plutôt vers septembre dans le main roster. Donc voilà. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était un match entre le New Day et la Wyatt Family. Donc c'était une belle affiche quand même si les titres n'étaient pas remis en jeu, ce qui m'a relativement saoulé. Donc le match a duré un petit peu moins de 9 minutes, donc ça reste une bonne durée, même si j'aurais préféré que le match dure plus longtemps. J'ai noté que c'était un match qui avait vraiment été rythmé. En même temps, j'ai envie de vous dire, il y avait 6 catcheurs autour du ring, donc ça me paraît normal. Il y a surtout eu deux parties. La première partie, j'ai trouvé qu'elle avait été beaucoup plus posée, avec notamment la Wyatt Family qui essayait de garder les membres du New Day au sol. Donc je pense notamment à Kofi Kingston. Et puis une fois que Kofi Kingston a réussi à faire le tag, on a vraiment eu un autre match avec un rythme extrêmement élevé, un enchaînement de prises relativement rapidement. C'était très rapide et c'était très plaisant à voir. J'ai noté que j'avais adoré le moment où Bray Wyatt avait réussi à rentrer dans l'esprit de Xavier Woods, avec un Xavier Woods qui commençait à s'agenouiller devant Bray Wyatt. Je vais pas non plus marqué, mais j'ai adoré. Et je pense que c'est ce côté-là du personnage de Bray Wyatt que la WWE devrait exploiter plus souvent, parce qu'il y a, je pense, vraiment, il y a beaucoup plus de choses à exploiter avec Bray Wyatt, et je pense que la WWE ne l'utilise pas assez, parce que voilà, le personnage de Bray Wyatt est assez mystique, assez vraiment spécial, et il y a vraiment quelque chose à faire avec ce mec. Bref, donc je vais revenir à la fin. Donc en fait, on a eu le sister Abigail de Bray Wyatt sur Xavier Woods pour la victoire de la Wyatt Family. Ça me paraissait totalement logique. Pareil, c'est ce que j'aurais. De toute façon, c'est ce que je voulais. Je veux dire, les titres n'étaient pas en jeu. C'est une bonne manière de crédibiliser la Wyatt Family qui en a grandement besoin. Hein, parce qu'il faut quand même rappeler que la Wyatt Family avait perdu contre une équipe de tocards entre guillemets à Fastlane et s'était fait ridiculiser à WrestleMania par le Rock et John Cena. Donc c'est bien de les recrédibiliser contre les champions par équipe, et j'aimerais vraiment bien qu'il y ait un match Wyatt Family New Day à SummerSlam pour les titres, et avec une victoire de la Wyatt Family, ce serait vraiment très très bien. A noter également, juste avant de passer à l'autre match, à noter l'énorme chute de Biggie qui a encore porté son spear sur le catcher qui est sur l'éperon du ring. Donc c'était sur Braun Strowman, il est très très mal chuté Biggie. Et comme l'a dit Christophe Ajus, un de ces jours il va se tuer en faisant cette prise, il faut vraiment qu'il arrête de la porter, parce qu'il a vraiment failli se faire très très mal. Et je pense d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il fait cette chute, je pense qu'il est pas trop bien le mec, parce que vu comment il chute. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il arrête de la faire, ou alors qu'il la porte mais vraiment sereinement, sûrement, en faisant plus attention, parce que là clairement, un de ces jours ça va passer mal. Enfin bref, voilà, match que j'ai vraiment kiffé. J'ai mis 7,5 sur 10, c'était vraiment un match vraiment sympa à suivre. Ensuite, le troisième match de la soirée, donc c'était le match pour le championnat US. On avait de Bulgarian Blood, Rusev contre Zack Ryder, vêtu du drapeau américain, une tenue vraiment très spéciale, très patriotique. Donc alors le match a duré 7 minutes pile, donc c'est encore une fois pas une énorme durée, même si c'est pas catastrophique. Là, alors mon avis sur le match, je vais être expéditif, j'ai trouvé que le match avait été assez sympa. Euh, j'ai noté qu'à un moment on avait eu le Roof Rider de Zack Ryder sur Rusev. Au lieu de tenter de tomber, il a voulu enchaîner avec une descente du coude. Dû à la troisième corde, finalement Rusev a mis les genoux pour contrer la prise. Finalement en fait on a une victoire de Rusev qui apporte un super kick dans la nuque de Ryder en enchaînant avec l'accolade. J'ai rien d'autre à dire sur ce match que j'ai vraiment trouvé sympa, mais il y avait vraiment rien de plus. Je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux entre les deux. Je pense que vraiment il y avait mieux à faire. J'ai mis 6 sur 10. Voilà, ça reste correct, mais il y avait vraiment pour moi rien de plus. Et après le match, donc en fait, on a Rusev qui commençait à continuer d'attaquer Ryder en fait. Et là, on a Mojo Rawley qui est arrivé pour chasser Rusev et pour venir en aide à son pote, puisque pour ceux qui ne suivent pas NXT, Zack Ryder et Mojo Rawley forment une équipe qui s'appelle les Hype Bros. Donc je pense que cette intervention de Mojo Rawley veut tout simplement dire que Zack Ryder et Mojo Rawley vont reformer les Hype Bros dans le main roster, et c'est pas forcément négatif pour Mojo Rawley, parce que honnêtement je vous dis direct, je le vois, s'il reste en solo, je le vois vraiment se perdre très très rapidement dans le main roster, donc ça peut être que bénéf pour lui. Voilà, donc alors le prochain match de la soirée, donc je vais essayer de ne pas rester trop longtemps dessus. C'était Sami Zayn contre Kevin Owens. J'ai pas de mots.
Honnêtement, pour moi, c'est l'un des matchs, voire le match de l'année dans le main roster. C'est ça le catch, comme dirait Stury, tout simplement. Je vais pas sortir des thèses, voilà, je veux dire, tout le monde a vu le match, je pense que tout le monde a kiffé, ou alors si vous n'avez pas kiffé, honnêtement, je sais pas ce qu'il vous faut. J'ai tout simplement adoré les deux. Contrairement au Triple Threat match du Shield, ils n'ont pas eu besoin d'avoir une pub ahurissante autour de ce match pour nous vendre un match de rêve. Personnellement, j'étais mais tellement dans le match, j'ai kiffé ce match du début à la fin, comme tout le monde, je pense. Je vais quand même revenir sur le botch de Sami Zayn qui à un moment est mal retombé avec l'appui des cordes sur le bras. D'ailleurs, qui s'est fait très très mal, ça se voyait pendant tout le match, il serrait les dents. Donc j'espère qu'il s'est pas blessé et que c'est juste un mauvais coup qu'il a chopé. Ou alors peut-être qu'en fait c'était. Ça se trouve, il a. Enfin, ça se trouve c'était un botch contrôlé et maîtrisé, mais honnêtement je ne pense pas. J'ai noté qu'il y avait énormément de contres pendant ce match, que c'était stiff, que c'était technique, qu'il y avait de la psychologie aussi autour de ce match. C'est tout ce qu'on aime de toute façon. Également, il y a également le brainbuster de Sami Zayn sur Kevin Owens, sur l'apron du ring. Enfin, c'est vraiment un match de fou furieux. On a eu la pop-up powerbomb de Kevin Owens qui n'a pas suffi non plus. J'ai noté qu'à la fin, donc, c'est une victoire de Sami Zayn qui l'emporte avec un double Lova Kick. Enfin, Sami Zayn gagne un match dans le main roster, surtout contre son Nemesis Kevin Owens. C'est une très très bonne chose pour lui. Je suis très content qu'il ait gagné. Même si j'aime beaucoup Kevin Owens, je pense que c'est vraiment Sami Zayn qui en avait le plus besoin. J'ai vraiment pris mon pied sur ce match. C'est pour moi l'un des matchs de l'année. C'est le meilleur match de la soirée de très très loin. Et clairement l'un des matchs, voire peut-être le match de l'année dans le main roster. Donc il a duré 18 minutes 20, donc c'est une très bonne durée, même si j'aurais encore aimé qu'il dure plus longtemps. Et j'ai mis donc forcément 10 sur 10. Pour moi il y a tout. Il y a tout qui était réuni dans ce match pour mettre un 5 star. Donc voilà. Ensuite, on va vraiment passer du tout au tout, un match qui m'a fait vendre du rêve. On va passer à un match dont j'avais absolument aucune attente. Donc on avait Natalia face à Becky Lynch. Alors le match a duré 9 minutes 4 pour être précis, hein, donc c'est une bonne durée. Alors honnêtement pour moi c'est l'un des moins bons matchs de la soirée. J'ai pas du tout été mis dans le match, pas du tout dans l'ambiance. Et puis alors pour passer derrière un match pareil, enfin derrière un Sami Zayn Kevin Owens, bonne chance. J'ai noté que Natalia s'en était pris pendant tout le match à la jambe gauche de Becky, qui finalement en fait a porté ses fruits, puisque derrière Natalia en fait à la fin du match a tenté le sharpshooter sur Becky Lynch, et donc forcément Becky Lynch a abandonné. Là au moins le fait de travailler pendant tout le match sur une partie du corps de son adversaire sert à quelque chose, et au moins là elle te vend quelque chose, hein, voilà. J'ai noté que c'était un résultat pas vraiment logique. J'aurais vraiment préféré donner la victoire à Becky Lynch, et je comprends pas en fait ce résultat, dans le sens en fait où Natalia, on le sait, c'est une doyenne, elle est là pour mettre over les jeunes, elle l'a notamment fait pour Charlotte. Pourquoi ne pas le faire pour Becky, qui je pense en a vraiment besoin de cette victoire. Et ouais, j'ai pas compris le résultat. Le match en lui-même m'a pas du tout emballé. J'ai mis 5,5 sur 10. J'ai vraiment pas été emballé par ce match. Je l'ai vraiment pas trouvé prenant. Alors après, forcément, oui, quand tu passes derrière un Sami Zayn Kevin Owens qui a été si bon, c'est pas évident, c'est sûr, mais j'ai vraiment pas été porté par ce match. Donc voilà. Ensuite, le prochain match. Alors là, le prochain match, je vais être expéditif parce que j'ai pas envie de m'énerver dans cette vidéo. Donc c'était pour le titre intercontinental. Donc on avait Darren Young contre le Miz. Le match a duré un peu moins de 9 minutes. Il a duré 8 minutes 40. Donc encore une fois, c'est une durée sympa, mais c'est pas très très long non plus, quoi. Alors mon avis sur le match, déjà de base, j'étais pas du tout hypé pour ce match. Le match en lui-même, je l'ai vraiment pas trouvé transcendant. Mais alors on va revenir à la fin du match qui m'a fait rire plus qu'autre chose. Ça m'a vraiment fait rire, mais genre je suis parti en fou rire tellement c'était ridicule en fait. Donc à la fin, on a le Miz qui a voulu quitter le match, sauf que Bob Backlund, qui est le manager de Darren Young, qui s'est mis en travers de la route du Miz. Donc finalement le Miz a poussé Bob Backlund. On a également Maryse qui a mis une claque à Bob Backlund, qui était tombé d'ailleurs. Je vous invite à revoir la chute de Bob Backlund, mais qu'on m'explique comment tu peux chuter comme ça en te prenant une claque. Enfin, what the fuck. Au niveau du ceiling, il y a un gros problème, je pense. Et donc à un moment, on a Bob Backlund qui s'est retrouvé à mi-temps torse-poil avec ses bretelles. C'était très très gênant. On a Darren Young également qui est sorti forcément à l'extérieur du ring pour s'en prendre aux mises,
Et finalement, le match se finit en double disqualification. Donc il n'y a pas de vainqueur pour ce match. J'ai jamais vu une fin de match aussi nulle. Je vous le dis honnêtement, j'ai rarement vu une fin de match aussi nulle. C'est incroyable. Non mais cette année, en termes de fin de merde, la WWE est en train de battre des records. Entre les matchs féminins et maintenant même le titre intercontinental, là on est en train de battre des records de ridicule. Ça devient du n'importe quoi les fins de match en pay-per-view. Là, franchement, cette fin de match, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi nul. Donc j'ai déglingué le match, j'ai mis 3,5 sur 10. J'ai pas été très gentil, mais honnêtement, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, j'ai été obligé d'aller voir les résultats pour savoir qu'est-ce qui s'était passé, tellement c'était de l'incompréhension autour de cette fin de match de merde. C'est clair, je vais pas mâcher mes mots, c'était vraiment de la merde, il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, tout simplement, plus jamais de Darren Young de mise, s'il vous plaît. Ensuite, le prochain match, donc c'était John Cena et Soft contre The Club. À noter d'ailleurs le très bon speech au micro d'Enzo Amore juste avant le match. Il s'est mis le public dans la poche et ouais. Donc, alors le match a duré 14 minutes 30, donc c'est enfin vraiment une bonne durée. J'ai noté qu'il y avait eu un long travail en début de match sur Enzo de la part du club. À partir du moment où Enzo a fait le tag, là c'est vraiment parti en carnage autour du ring. C'était très 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 plaisant. C'était le gros bordel. Euh, j'ai noté notamment un moment, un truc que j'ai adoré, c'était le Spinebuster de Karl Anderson sur John Cena à travers la table des commentateurs. Et il se retourne et en fait on avait Enzo qui était sur l'escalier et qui lui a fait donc un jumping DDT sur à l'extérieur du ring quoi. C'était très 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 cool à voir. À noter également, donc voilà, c'était un exemple de ce que j'ai aimé parce que c'était vraiment pareil, enfin je compare un petit peu ce match-là au New Day Wyatt Family. Pour moi, c'est un petit peu un copier-coller. Début de match qui commence calmement et une fois que le tag du côté des faces a été effectué, là c'est vraiment parti en gros bordel. Ben voilà, je compare un petit peu les deux. Juste que ce match-là a duré plus longtemps, donc forcément la note a été meilleure. Je vais revenir à la fin. Donc à la fin, on a eu un attitude adjustment de John Cena sur AJ Styles du haut de la deuxième corde pour la victoire donc de John Cena et Soft. Donc c'est un résultat logique, prévisible, parce que si jamais le club gagnait, ça faisait 2-0 pour AJ Styles et donc fin de la rivalité pour moi. Donc c'est un résultat logique. Je sais pas si vous l'avez vu, si c'est que moi qui me fais une idée, mais j'ai vraiment eu peur pour le Styles Clash parce que là la tête de Cena a vraiment rasé le ring, c'était très très chaud. Et ouais, c'était vraiment très très chaud ce coup-ci. Et c'est pour ça que quand on dit que le Styles Clash est peut-être la prise la plus dangereuse à effectuer à la WWE, c'est pas une blague en fait. Parce que je vous invite vraiment à aller revoir le Styles Clash sur Cena, c'est vraiment pas passé loin. Note à part, c'était un match très très fun à voir, j'ai mis 8 sur 10 et pour moi c'est le troisième meilleur match de la soirée. Ensuite, je vais arriver au highlight reel de Chris Jericho avec en invité Randy Orton. Je vais être expéditif là-dessus. On a eu un RKO sur Jericho à la fin du highlight reel. Quelle surprise incroyable, personne ne s'y attendait. Et je vais juste revenir sur un truc qui m'a fait extrêmement rire et je pense que les gens qui n'aiment pas Orton, ou en tout cas qui avaient cette anecdote là, ont dû bien rire aussi. On a Orton en fait qui a supposé que lui, contrairement à Lesnar, il n'avait pas besoin d'aide entre guillemets, donc lui il se droguait pas entre guillemets. Ça m'a fait vraiment rire dans le sens en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, Randy Orton s'est fait choper 2 fois positif, il a échoué 2 fois au Wellness Policy. Donc quand t'as échoué 2 fois au Wellness Policy, quand tu dis ça, t'es pas du tout crédible en fait. Donc là-dessus, il aurait juste dû fermer sa gueule. Et je dis pas ça parce que j'aime pas Orton, hein, mais au bout d'un moment, quand t'es pas legit pour ouvrir ta gueule, tu la fermes parce que ça t'évite de passer pour un con. Honnêtement, là, il est juste passé pour un con. Hein. Je le dis honnêtement, le mec il se fait choper 2 fois, il se permet d'ouvrir sa gueule. Ouais, non. Désolé, non. Ça le fait pas trop. Donc voilà. Et donc, on arrive au main event. Donc c'était pour le WWE Championship. Donc c'était le Triple Threat match du Shield. Dean Ambrose contre Roman Reigns contre Seth Rollins. Alors, le match a duré 18 minutes. Donc c'est une bonne durée, mais honnêtement, j'ai été surpris qu'il dure pas plus longtemps. Parce que vu le bruit, vu l'attente qu'il y avait autour de ce match, j'ai vraiment été surpris de la durée. Je pensais qu'il allait durer facilement 25 à 30 minutes, quoi.
Je pense qu'il manquait facilement 5 à 10 minutes dans ce match, vraiment. Je pense que, ouais, vraiment choqué de la durée. Même si c'est pas mauvais, hein, mais honnêtement, vu l'attente qu'il y a autour de ce match, je suis surpris qu'il dure seulement 18 minutes. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il y aura le rematch à SummerSlam entre les trois. Je peux me tromper, mais je pense qu'on aura un rematch à SummerSlam. Alors, j'ai noté forcément qu'il y avait beaucoup de psychologie autour de ce match. D'ailleurs, j'ai noté, ça m'a fait rire entre guillemets, à noter que donc Rollins faisait que de se faire jarter en début de match par Ambrose et Reigns. À noter également, chose qui m'a fait très plaisir, enfin ça m'a fait sourire. En fait, on a Ambrose et Rollins qui se sont alliés à un moment et qui ont porté la powerbomb sur Roman Reigns. Donc ça faisait forcément rappeler leur début au Survivor Series 2012 quand ils avaient powerbombé Ryback sur la table des commentateurs. Et juste derrière, on a Seth Rollins qui s'empare d'une chaise et qui trahit, mais vraiment direct, Dean Ambrose. Ça m'a fait vraiment rire. Rollins, c'est la reine des putes. Enfin, vraiment, porte également un coup de chaise sur Roman Reigns. Vraiment, ouais. Seth Rollins, on peut pas faire confiance à ce mec. Donc ouais, donc j'ai trouvé qu'il y avait des bons enchaînements autour de ce match. J'ai apprécié le match. Après, la chose que j'ai notée, et je dis vraiment pas, enfin c'est vraiment pas de la mauvaise foi, mais Roman Reigns, je l'ai pas vu catcher depuis un mois, et honnêtement ça m'avait fait du bien, puisque bah là il m'a ressoulé, hein. Il a ressorti ses Superman Punch, en veux-tu, en voilà. Il est tellement chiant, il est insupportable, hein, vraiment insupportable avec cette prise. Je peux pas avec ce mec, je pense que je ne pourrai jamais. Qu'il soit face, heal, non, je peux pas. Je pense que je pourrais vraiment pas avec ce mec. Note à part, je vais revenir à la fin parce que j'ai rien d'autre à dire. Donc en fait, à la fin, on a un spear de Roman Reigns sur Seth Rollins. Et juste derrière, en fait, on a Dean Ambrose qui chope Roman Reigns pour lui porter le Dirty Deeds. Donc, victoire de Dean Ambrose qui fait le tomber sur Roman Reigns. Si je dis pas de conneries, hein, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que ça s'est déroulé comme ça. Donc honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense qu'il faut prendre ça comme une punition pour Roman Reigns. Euh, le mec se prend le tombé, hyper clean. Voilà, je pense qu'honnêtement, ça lui sert un petit peu entre guillemets de punition. Pour revenir sur le match, je l'ai apprécié, mais je reste sur ma faim. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Les mecs, ils nous ont fait une build-up de ouf. Hein. Non, justement, on aurait dû avoir une build-up de ouf, on l'a pas du tout eu. Les gens avaient une attente incroyable autour de ce match. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que ce match a vraiment pas été fait dans de bonnes conditions par rapport déjà à la suspension de Roman Reigns. Je pense que ce match a été fait beaucoup trop rapidement. Ça faisait seulement 2 ans que le Shield avait euh, été terminé. Je pense qu'ils auraient dû encore attendre au moins 3 ans, quoi. Enfin, vraiment avoir un vrai impact, un vrai impact autour de ça. Là, honnêtement, je trouve pas qu'il y avait un impact de ouf. Sinon, le match était quand même vraiment bien. Il y a eu des très bons enchaînements. J'ai mis 9 sur 10. Ça reste quand même pour moi l'un des meilleurs matchs de l'année. Même si pour moi, il aurait pu être meilleur. Avec une meilleure rivalité, construction de rivalité. Mais ça, eux, ils y sont pour rien. Euh, donc, en faisant la moyenne du pay-per-view, j'arrive à une moyenne de 6,9 sur 10. Donc, ça reste quand même une bonne note. Donc, alors, mon avis sur ce pay-per-view, pour moi, il se déroule en 2 parties. Il y a eu 8 matchs pour ce pay-per-view. Pour moi, il y a 4 matchs qui sont au-dessus et il y a 4 matchs forcément en dessous. Pour moi, pour moi, le meilleur match de la soirée, c'est le Kevin Owens Sami Zayn de très loin. Ils ont réussi à éclipser le triple threat match du Shield. Et honnêtement, et je dis pas ça, enfin, je veux dire, chacun son avis bien sûr. Mais alors, le mec qui ose venir me dire que le triple threat match du Shield était au-dessus du Kevin Owens Sami Zayn, là on va avoir un gros problème les gars parce que je suis pas du tout d'accord. J'ai vu des gens qui disaient que c'était le triple threat match, le match de la soirée. Je suis pas du tout d'accord honnêtement. Kevin Owens, Sami Zayn, ils ont fait un match de ouf. Et je vous invite vraiment à aller le revoir. Il y a tellement de psychologie, de drama, de ce côté technique. Steve, ils se connaissent par cœur. Enfin, pour moi c'est vraiment l'un des matchs, voire le match de l'année, clairement. Il y a pas de doute là-dessus. Sinon, ouais, donc ensuite on a forcément le triple threat match du Shield qui est vraiment bien. Il y a également le Six-Man entre la Wyatt et le New Day. Également celui entre Cena, Soft et le club. Pour moi, c'est ces 4 matchs-là qui ressortent du lot.
Ensuite, le match pour le titre intercontinental, pour moi c'est de loin le pire match de la soirée. Le match entre Natalia et Becky, c'est clairement pas ouf. Le Rusev Rider, il est correct. Et le tag team match féminin avec les débuts de Bayley dans le main roster, pareil, ça reste correct. Donc j'en garde quand même vraiment du positif de ce pay-per-view. Pour moi, il y a vraiment, pour moi, il y a honnêtement, il y a un match à jeter, c'est le match entre Darren Young et le Miz. Et à la rigueur, le Becky Natalia que j'ai pas forcément trouvé vraiment ouf. Mais sinon, tout le reste, ça reste soit correct, voire très bon. Donc pour moi, c'est la meilleure édition de l'histoire de Battleground. Et contrairement à l'année dernière, là, on a quand même eu un sacré main event. Voilà, je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Quel est le match que vous avez le plus aimé et le match que vous avez le moins aimé. Qu'est-ce que vous avez pensé en général du pay-per-view tout simplement. On se retrouve en fin de semaine pour la review de SummerSlam 2012. Puis donc moi je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.